Bonsoir, merci à vous pour cette invitation. Nous sommes en comité réduit, c'est agréable aussi. Alors, je vais vous parler de cartographie. Pour pouvoir vous parler de cartographie radicale, je dois parler de cartographie en général. Et j'aimerais commencer par cette toute petite animation qui ne fonctionne malheureusement pas en diaporama PowerPoint. Donc je bascule en mode normal et j'essaie de la lancer. Donc vous reconnaissez un plan de métro, c'est le plan du métro de Berlin. Et l'animation que j'ai trouvée dans The Guardian, reprise ailleurs, nous montre quoi? Elle nous montre, on peut même la relancer encore une fois, mais vous aurez compris le propos, elle nous montre que ce plan qui nous aide à nous orienter dans le métro ne correspond absolument pas à la réalité, parce que les distances sont beaucoup plus grandes, on aurait besoin d'un plan très grand pour pouvoir représenter les détails, les voies qui se chevauchent et qui sont parallèles. Et je peux rebasculer en mode diaporama. Alors, ceci pour vous faire douter des cartes, c'est le propos du livre. Et ce livre, alors je l'ai écrit avec Philippe Rekasevich, qui est un géographe qui a lancé une cartographie particulière au monde diplomatique il y a 25 ans de cela. Et nous pratiquons tous les deux, par des ateliers aussi, la cartographie radicale et sensible, et nous sommes dans ce milieu-là. Donc nous défendons ce type de cartographie. Et le livre naît d'une interrogation face à l'engouement que nous constatons pour les cartes. Alors cet engouement, on peut se questionner sur son origine, parce que le tournant spatial en sciences sociales, il date des années 90. Donc il aurait fallu beaucoup de temps pour qu'il arrive dans le grand public, pour que la question de la dimension spatiale de notre activité humaine se pose. Il y a certainement d'autres explications, notamment les progrès techniques, et je pense aux drones. Il est impossible de voir aujourd'hui un film documentaire sans qu'il y ait des images prises par des drones. Alors nous ressentons en tant qu'être humain ce besoin de voir le monde d'en haut. On appelle ça la vue zénitale ou l'œil de Dieu. Il y a énormément de termes pour cela. Et donc il y aurait ces possibilités techniques, notamment aussi la possibilité de faire nous-mêmes nos cartes par différentes applications qui expliqueraient que nous sommes en train de nous approprier ce médium. Et pour moi, l'exemple le plus récent de l'importance de la carte, ça a été en regardant le film de Thierry Michel, L'Empire du silence, sur la Deuxième Guerre du Congo, où face à l'image, vous êtes prise par l'émotion, parce que vous voyez quelque chose qui ressemble, au début du film, à une rivière colorée qui traverse la forêt. Et en vous approchant, vous voyez que ce sont des êtres humains. Et ce sont des êtres humains qui fuient leur pays, donc le Congo et toute la région adjacente, jetés sur les routes qui pendant des jours, des semaines, des mois vont marcher en espérant ne pas rencontrer une milice ou une armée régulière qui va les exécuter. Le film est insoutenable, mais le film est ponctué de cartes. Sans les cartes, nous serions seulement dans l'émotion, et avec les cartes, il y a un apport de l'information. Vous voyez les distances parcourues, vous voyez les parties belligérantes concernées, et ça change votre regard sur le problème. Il devient éminemment plus politique. Donc cet engouement pour la carte, il a certainement beaucoup de raisons, en tout cas on le constate. Et nous, qui sommes de l'intérieur de cet univers-là, nous disons toujours, méfions-nous des cartes. Cette petite animation nous montre où résident certains problèmes. Méfions-nous des cartes, et on peut aller jusqu'à dire que les cartes mentent. Il y a notamment Marc Montmonier qui écrit en 93, je crois, How to lie with maps, comment mentir avec des cartes. Mais en fait, ce mensonge, il est incontournable. Donc, pour répondre à la question, mais pourquoi y a-t-il une cartographie radicale, comment l'expliquer par
tout ce qui concerne la cartographie conventionnelle, entre guillemets, nous avons écrit ce livre qui s'appelle Cartographie radicale. Voilà. Ce livre, il a une histoire, il fait suite en fait à notre expérience avec les Orangotango, qui eux publient en 2018 40 exemples de contre-cartographie à travers le monde. Et c'est ce livre, This is not an Atlas, que j'ai traduit en français, qui va paraître en février. Voilà, donc nous avons cette approche analytique, nous nous demandons comment fonctionne la carte, mais comment fonctionne surtout le geste cartographique. Nous allons vraiment en amont de ce qu'on appelle le mapping en anglais, c'est-à-dire l'acte de faire la carte, de lever la carte. Et nous interrogeons tout le processus de création depuis ce mapping jusqu'à la réception de la carte par tout le monde, par vous, par moi. Que devient et que fait cet objet social? La carte est un objet social. Et c'est là que se sont ouverts, au cours de cette écriture qui a duré 1 an, énormément de pistes de réflexion. C'est pour cela que le livre s'appelle Exploration. Nous avons conscience d'avoir ouvert des fenêtres et nous proposons des réflexions à plus de développement. Alors, pour commencer, il faut se poser la question d'une carte. À quoi ça sert une carte, en fait? Une carte, si on la définit, moi je prends la définition de Anne Le Fur, qui est une géographe-cartographe, qui est certainement la définition la plus large qui soit. La carte est la représentation d'un espace. Pourquoi? Pour le comprendre, l'analyser et communiquer. Cette définition large, elle va servir notre propos, parce que nous parlons à la fois de la conception et de la réception de la carte, et cela concerne énormément de personnes. Et on va voir que, notamment, ou peut-être pas, je ne sais pas si j'aurai le temps de tout vous dire, pour ce qui concerne les femmes qui ont été des grandes productrices de cartes, productrices, publicatrices, éditrices de cartes, leur nom a toujours été effacé. Et si vous ne considérez que la personne qui fait la carte, vous oubliez tous les métiers adjacents qui rendent les cartes possibles. Et donc, il faut conserver, pour de multiples raisons, cette définition large. Alors, la carte, ça sert à quoi? La carte, elle a de multiples fonctions. Et tout d'abord, c'est un objet pratique, extrêmement pratique, un objet utile. On en a besoin, elle va nous servir déjà, au regard de cette carte très ancienne, premier millénaire avant Jésus-Christ, c'est le pétroglyphe de Bedolina. Bedolina, c'est une vallée en Lombardie, et au sommet de la vallée, il y a ce rocher gravé. Depuis le premier millénaire, il y a des ajouts qui montrent quoi? Qui montrent ce qui était certainement la vie dans la vallée à un certain moment, avec des champs, avec des greniers, avec apparemment des animaux tenus en enclos. On ne peut pas dire précisément à quoi cela correspond, mais de toute évidence, c'est une carte topographique qui montre bien les chemins qui montent sur les pentes. C'est un des usages de la carte qui débouchera sur l'usage en tant qu'outil du cadastre pour délimiter des parcelles et préciser peut-être leur propriété au bout d'un long processus. Et nous allons revenir sur cette idée de la propriété du territoire. Elle sert surtout, et c'est ce qui va faire avancer les techniques de cartographie, à la navigation. Ici, vous avez le Portulan de Roselli, son concepteur, 1465. Assez typique, alors, on imagine toujours les cartes marines comme des objets qui auraient été à bord des bateaux. Toutes les cartes, comme ce sont des objets utiles, elles disparaissent en fait. Ce ne sont pas des œuvres d'art, elles n'ont pas de valeur sinon technique. Par contre, certains portulans comme celui-ci sont des objets très chers, des objets de prestige conservés dans des coffres, et c'est pour cela qu'ils ont été conservés. Et ici, les lignes de rhumbe, par exemple, c'est ce qui sert aux marins à garder le cap. Garder le cap vers où? Vers un point précis du littoral. Et ici, on distingue, est-ce que je peux, oui, ça marche. On distingue bien l'Italie, donc c'est une carte de la Méditerranée, avec perpendiculairement aux côtes le nom des villes. Donc se dessine une carte. L'usage va
faire avancer la cartographie à son corps défendant. Bien sûr, cette carte est richement ornée, parce qu'on a certainement horreur du vide, et il était courant de laisser libre cours à sa fantaisie pour décorer les cartes. Ça a été très longtemps le cas. Donc il n'y avait pas de normes pour représenter les objets géographiques, et on pouvait s'adonner à la fantaisie. Donc on connaît bien les dragons, les sirènes qui emplissent les mers de ce type de carte. Donc naviguer a été très important pour la cartographie, et on peut dire que c'était l'une de ses premières fonctions de la carte, de nous permettre de nous déplacer. On a aussi des cartes dans le désert, des cartes dessinées dans le sable souvent, avec quelques repères qui sont en fait des cartes de voyage, de combien de journées de voyage me faudra-t-il pour arriver à tel point ou à un autre. Pourquoi sont-elles si importantes? Tout simplement parce qu'elles traitent de notre monde. Nous n'avons que ce monde-là, et nous avons un mal fou à l'appréhender parce que tout simplement nos sens ne nous le permettent pas. Nous sommes trop petits par rapport à notre monde, et très longtemps on n'a même pas vu voir ce monde d'en haut, on l'a imaginé d'en haut, et toutes les cartes étaient hybrides. On avait des vues en plan et des vues en élévation. Et représenter une montagne, Dennis Wood, qui est un grand géographe théoricien de la cartographie américain, ou anglais, je ne sais pas, anglophone, a fait tout un travail de recherche sur la représentation de la montagne. Comment est-ce que les enfants représentent des montagnes? Et il fait le parallèle avec notre façon, en cartographie, de représenter la montagne, qui passe de la montagne du paysage à la montagne transcrite par différentes méthodes en vue zénitale. Alors, il y a une citation qui revient constamment en cartographie de Korzybski, 1933, c'est « La carte n'est pas le territoire ». Cette citation est tronquée. Bien sûr que la carte n'est pas le territoire. Si on la prend cette phrase dans son entier, elle dit « La carte n'est pas le territoire qu'elle représente, mais si elle est correcte, elle a une structure semblable au territoire, ce qui explique son utilité. » Et nous pouvons revenir à notre carte du métro, notre plan du métro n'est pas analogue, ne représente pas le réel, mais il est efficace, il est opérant, il est utile. Et cette façon de représenter le réel nous suffit tout simplement pour vivre et pour agir. Il y a une fonction encore plus importante de la carte, c'est ordonner le monde, ce monde que nous ne pouvons pas saisir par nos sens et qui pour nous est un chaos. Et vous avez ici, nous remontons un peu dans le temps, 1165, Hildegard von Bingen, qui représente donc une bénédictine, qui représente ce que Dieu lui dicte dans son sommeil, et il va lui décrire l'univers, le cosmos. Donc c'est une cosmogonie, c'était les premières cartes, et où elle représente au centre, exactement d'après les paroles révélées, la Terre entourée de montagnes, entourée des étoiles, donc du ciel, entourée de lames de feu et au-delà de vent. Et c'est une façon de proposer une interprétation schématique du monde et qui montre que derrière n'importe quelle carte, il y a une intention. Et l'intention ici, c'est d'imposer la vision chrétienne de ce qu'est l'univers. Donc c'est bien une vision du monde. Alors vous allez me dire, ceci ne sont pas des cartes. Et est-ce qu'il peut y avoir tout simplement des cartes justes? Les cartes, elles sont parfois topographiques. Elles vont représenter la physionomie de la surface de la Terre. Et les cartes qui nous intéressent en géographie humaine, elles sont thématiques. Ça veut dire qu'il y aura une information supplémentaire. Et si on se réfère à la définition d'Anne Le Fur, la carte est la représentation d'un espace. Ça ouvre sur les représentations thématiques, donc d'informations sociologiques, économiques, de tous ordres, qui seront portées sur la carte. Alors, il n'y a jamais de carte juste. Pourquoi? Parce que pour représenter ce monde tellement complexe, il va falloir user de subterfuges.
Et ici, vous avez une illustration par Bunge, grand géographe américain, de ce qu'on appelle la généralisation. Si vous vouliez représenter avec un gros trait de crayon, il faut toujours penser en échelle, la silhouette des continents, votre carte serait illisible. Donc on va la réduire. Et il y a différents degrés de réduction, de généralisation, qui pourront produire, comme on sait, un effet plus réel, beaucoup plus réaliste. Mais il faut avoir conscience que c'est un stratagème. Donc les cartes sont faites de généralisation, de convention. Et tous les moyens cartographiques sont spécifiques à des cultures. Alors nous pensons en termes de géométrie euclidienne. Pour nous, il y a les aires, il y a les surfaces, il y a les droites, les plans. Et il faut garder à l'esprit que ce n'est pas le cas pour toutes les cultures. Et notamment, vous avez des cultures en Amérique du Sud où les points référents dans le paysage, ce ne seront pas des points fixes, ce pourrait être le soleil. Ce seront des lieux géographiques symboliques qui sont chargés socialement de sens, ce qui est impensable pour nous en Occident. Mais c'est la représentation cartographique et les méthodes cartographiques occidentales qui se sont imposées. Donc, la carte est une information sur l'espace. Cette information sera géolocalisée, et dans ce cas-là, vous aurez un fond de carte qui vous indiquera où se produit un phénomène ou où se tient un objet, ou alors elle montrera autre chose. Et cette relativité des représentations, elle est exprimée ici, par exemple, par cet artiste uruguayen qui, lui, voit l'Amérique du Sud, c'est une carte assez ancienne, 1943, de cette façon. Ce qui est assez perturbant, mais tout aussi légitime que nos représentations occidentales classiques. Vous avez ici ce qui est pour moi la plus belle carte jamais réalisée au siècle dernier, à nouveau William Bunge, qui écrit un livre sur le risque nucléaire. Et ici, il nous représente, alors vous allez me dire, ce n'est pas une carte ici, il représente au centre la destruction faite par Hiroshima et Nagasaki, en 1945, c'est le petit point dans la case du centre. En haut, vous avez ce cercle qui représente la puissance de frappe nucléaire d'un sous-marin Poseidon. Donc 3 fois Hiroshima et Nagasaki conjugués. Tout le reste, ce sont les différentes armes nucléaires de par le monde en 1982. Je ne connais rien de plus puissant pour dénoncer quand même Hiroshima et Nagasaki, 180 000 morts. Et on peut imaginer ce qui nous attend. Donc, c'est notamment aux États-Unis une grande préoccupation depuis ces années-là. Sur le dernier jour, nous sommes un peu moins de 2 minutes avant la fin du monde à cause de ce risque nucléaire. Et William Bunge, nous allons reparler de lui après, il dédie ce livre qui vous donne des cauchemars, plein de cartes et graphiques, aux enfants. Il est dédié aux enfants de la part de leur géographe. Et ça vous met les larmes aux yeux. Il y a donc cette façon très schématique, graphique, de représenter les cartes, le territoire ou l'espace, on va voir. Il y a cette autre façon, et là c'est mon collègue et ami Philippe Rekasevich, avec qui j'ai écrit ce livre, qui lui fait des cartes à main levée. Il a renoncé en grande partie aux cartes numériques, même s'il en fait de magnifiques, mais il a réinstauré l'esquisse en cartographie. Et ici, cela vous montre que nous avons tellement intégré la notion de représentation cartographique par les continents qu'un simple gribouillis, ce qu'on a pu lui reprocher, avec une abréviation, Afrique, Asie, vous fait dire devant cette esquisse, c'est une carte. Il n'en faut pas plus. Et ici, nous allons voir, c'est une expression typique de la cartographie radicale, c'est-à-dire qu'elle refuse la prétention d'objectivité. Pourquoi? On voit la présence du cartographe dans l'œuvre. Alors, comment montrer, c'est ça le défi de la cartographie, comment montrer le monde, ce monde tellement complexe? Le problème, il est classique. On a une sphère et on doit la projeter sur un plan. Donc, demandons-nous pourquoi nos cartes sont toujours de petits rectangles, le rectangle du papier, le rectangle de l'écran. Et ces projections
font que toutes les cartes seront déformées. Et le plus bel exemple, qui a certainement nourri votre enfance cartographique à vous aussi, moi j'avais une telle carte au-dessus de mon lit, ce qui m'a fait beaucoup voyager, c'est la projection Mercator. La projection Mercator, si vous regardez la taille de l'Afrique et la taille du Groenland, c'est exactement la même. Et en réalité, ici, vous avez une projection Bertin, modifiée par Philippe Rivière, qui est aussi un de mes collègues, un spécialiste de la projection et de beaucoup d'autres choses de génie, peut-on dire. Vous avez ici le Groenland dans sa taille relative par rapport à l'Afrique. Et on voit pourquoi la projection Mercator, qui a pourtant... Mercator, c'était 1465, sa première projection. Elle a prévalu pendant des siècles et des siècles. Et il a fallu les années 80 pour qu'on se dise, c'est notamment Peters qui a proposé la projection Gall-Peters, pour qu'on questionne la déformation de ces cartes qui ont bien sûr une implication. Si l'Afrique est si petite, elle n'est pas si importante. Et lui, il va étirer, la projection Gall-Peters étire la carte en longueur qui restitue sa véritable dimension à l'Afrique, même si elle va affiner les silhouettes des continents. Donc ici, nous sommes devant la première difficulté de la cartographie, impossible. Nous n'aurons jamais de représentation fidèle de ce monde physique, de la surface de notre globe. Alors, choisir sa projection, c'est un acte politique. On le voit avec Gall-Peters. Les grandes ONG vont revendiquer la projection Gall-Peters qui met davantage en relief ce qu'on appelait à l'époque le tiers-monde, c'est-à-dire les pays pauvres. Et d'autres choix de là où du cartographe vont avoir leur importance. Ici, vous avez par exemple le point de vue. Alors ça, c'est une carte très perturbante. On voit bien la Terre entière y est représentée, même le pôle Nord, et totalement déformé. Ce choix de représentation, c'est Spielhaus, donc Athelstan Spielhaus en 1942 déjà, il choisit de représenter les océans. Cette carte, elle montre que tous les océans sont interconnectés. Et nous qui voyons la carte en projection Mercator, coupée en haut, coupée en bas, nous perdons complètement de vue le fait que pouvoir se déplacer dans les océans a une importance stratégique, commerciale et militaire. Et si vous voulez installer une base de sous-marins nucléaires, par exemple, vous choisirez judicieusement l'emplacement par rapport aux distances que vous aurez à parcourir qui seront beaucoup plus courtes si vous passez par les pôles. Donc ce choix il y en a d'autres, ce choix du point de projection va être essentiel. Et il y en a un autre, c'est l'échelle. L'échelle, selon que vous choisirez une grande ou une petite échelle, vous vous occuperez du local ou du global et vous aurez une toute autre... vous vous intéresserez à de tous autres problèmes ou questions selon l'image souhaitée. L'autre problème avec le monde, avec notre seul et unique monde, c'est qu'il est systémique. Et c'est dès Élisée Reclus, donc dès le 19e, on va parler de la vie des êtres humains sur Terre et de l'œcumène, de leur relation avec leur environnement, en termes de système. Tout simplement parce qu'il y a des interactions, des échanges, et qu'il va falloir les représenter. On ne peut pas penser les éléments indépendamment les uns des autres. Ils sont interconnectés, interreliés. Et montrer cela, ça va nous montrer beaucoup de choses, notamment au niveau politique, c'est-à-dire les implications et les responsabilités. Donc Reclus, lui, il passe en plus pour un des premiers géographes écologistes, parce que lui, il a on peut le citer formidablement, notamment en exergue de pas mal de ses ouvrages, c'était comment ? L'homme, c'est la nature qui prend conscience d'elle-même. L'être humain fait partie de la nature et peut lui apporter son intelligence ou sa destruction. Donc il va devenir très important de représenter notamment les flux. Et représenter les flux, les déplacements, les mouvements, c'est un geste éminemment politique parce que vous allez choisir des modes de représentation. Ici, je n'ai pas besoin de vous présenter Frontex.
c'est ce dispositif de défense de l'espace Schengen par rapport à ces millions et millions, apparemment, si on tient compte de la largeur des flèches, des traits des flèches, de personnes qui veulent venir en Europe. Cette carte est totalement fausse et cette carte est une honte. Cette carte, si l'épaisseur des traits devait correspondre aux immigrations, les traits, on ne les verrait même plus sur la carte. Donc c'est un choix politique de représenter la migration, donc depuis 2015, surtout comme une menace. Frontex, soit dit en passant, nous a coûté en 2021 544 millions. Frontex fait aussi que depuis 1993 et le recensement des morts aux frontières, on a comptabilisé 45 000 personnes mortes. Comptabilisées. On ne sait pas combien de personnes meurent. Tous les printemps, quand la neige dégèle dans les Alpes, on retrouve des corps de personnes qui ont été en migration depuis des années et des années. Alors on peut choisir de dénoncer une invasion migratoire comme ça, on peut être plus honnête, et ici c'est un isotype, donc moi je suis une spécialiste de l'isotype, de ce mode de représentation de données chiffrées par des pictogrammes. Et ici on représente la migration dans les années 30, et qu'est-ce qu'on voit? La migration, ça concerne tous les pays, ça va dans tous les sens. Les gens viennent par mer, sur les vagues bleues, viennent par terre. Et cela crée une sorte d'équilibre. Et cela nous rappelle que que l'être humain a toujours été migrant, comme les animaux, comme les plantes, comme les virus. Et nous, les pays riches, les gens des pays riches, nous sommes les personnes qui migrons certainement le plus. Nous avons des visas, nous pouvons aller n'importe où, nous pouvons travailler n'importe où, et nous irons aussi en vacances n'importe où. Donc, on peut avoir cette honnêteté intellectuelle dans la représentation, dans le choix sémiologique. Là, il s'agit de sémiologie. Quels outils, quelles figurés je vais mettre en œuvre sur ma carte. Alors, en conclusion, ces façons de représenter le monde, elles correspondent à des préjugés. Elles sont des jugements de valeur. Il y aura toujours un jugement de valeur implicite dans la représentation cartographique. Ce monde, nous avons dit, la carte, elle sert à comprendre, à analyser, à communiquer. Communiquer, ça veut dire transmettre un message qu'on voudra le plus lisible possible et le plus efficace possible. Et donc ce monde, on va le mettre en scène. Et ça, nous le déployons au début du livre, toutes les 1001 façons de mettre ce monde en scène, qui l'éloigne de plus en plus de la réalité. Et déjà en 1976, Yves Lacoste, donc très grand géographe français, dit « Nous sommes entrés dans l'ère de la géographie spectacle ». Spectacle, pourquoi? Parce qu'il va falloir épater la galerie, faire des cartes qui choquent, qui gênent, très simples, et qui véhiculent un message bien précis. Et nous qui sommes submergés d'infographie, donc la limite entre l'infographie et la cartographie, elle est très floue, puisque très souvent, vous avez un fond de carte, vous le devinez, vous l'interprétez. Et demandons-nous toujours, face à une information spatiale, parce que c'est ça qui nous intéresse, qui l'a produite, comment ont été apprêtées les données, parce que les données, elles seront discrétisées, c'est-à-dire réduites. Et selon la façon dont vous discrétisez des données, vous aurez une réponse différente. Tout ce qu'on ne vous montrera pas de la production de la carte ou de l'infographie, c'est ça qui doit éveiller notre attention et nous questionner sur le contexte, sur la destination et sur sa qualité, tout simplement. Donc, tout ça nous amène au fait que la carte est une image. Et en tant qu'image, elle a des pouvoirs, bien sûr, magiques, presque sorciers. Alors, on a dit, la carte, elle sert à décomplexifier le monde, comme toute image, toute nos représentations du monde, et nous sert à mieux le comprendre de façon parfois réductrice, mais surtout schématique. Elle va user de l'image, de ce pouvoir de l'image, de son immédiateté. On peut la saisir immédiatement, et ça a été très important à partir des années 50 pour les géographes, cartographes, de se préoccuper de la réception de la carte. Qui la comprendra facilement? Elle ne doit plus être surchargée d'informations, elle doit être accessible à tout le monde, ce qui laisse la porte ouverte à d'abord toutes les audaces qui nous intéressent, mais aussi à toutes les manipulations possibles.
ce désir de simplicité. On va passer par, comme dit tout à l'heure, l'image, elle véhicule une émotion. On va jouer sur ce tableau-là et on va jouer aussi sur autre chose. Et c'est sur sa dimension scientifique. Et j'aimerais faire une parenthèse par rapport à l'image. La carte, elle propose un schéma du ciel, du ciel aussi. Oui, les premières cartes représentent le ciel, en fait, de notre univers. Et cette façon de schématiser, on la retrouve dans toutes les images. Ça correspond à notre façon de penser. Pour appréhender le monde, nous le décomplexifions face à toutes les images que nous en recevons. Nous fonctionnons par analogie, par référence à du familier, par métaphore aussi, et aussi par schéma. Nous allons mettre le monde en ordre dans notre perception, déjà en amont. Donc, opposer le sens et la ratio a très peu de sens en réalité. Et on le voit bien dans la carte qui, elle, propose des schémas du monde, et ces schémas nous permettent de l'appréhender, nous en faire une idée et de le comprendre. Et vous avez ici quelque chose de très ancien, donc une carte réalisée, enfin l'ouvrage dans lequel se trouve cette toute petite carte est réalisé en 623. C'est une carte classique pour l'époque, une mappa mundi, une carte du monde, T dans l'eau ou TO, où les parties connues du globe, l'Europe, l'Afrique et l'Asie, se retrouvent séparées par des mers. On reconnaît la Méditerranée, c'est le pied du T, et l'Orient est au nord, enfin est en haut, parce qu'il s'y trouve Jérusalem et qu'il s'y trouve le paradis. Et cette façon de représenter, cette façon TO de représenter les cartes, elle est extrêmement répandue pendant des siècles et des siècles. Et elle répond en fait à ce besoin de structurer l'image que nous pouvons avoir du monde. Ce schématisme, il va nous permettre de réaliser ceci. C'est-à-dire qu'ici, on reprend très vaguement, de façon lointaine, la forme familière des continents, avec l'Europe toujours au centre. Pourquoi? Nos cartes, elles sont eurocentrées. Tout le monde centre la carte sur soi-même. On appelle ça le syndrome de l'omphalos, du nombril. Et ici, la suggestion des continents s'efface derrière le message. Le message, c'est celui des résistances. On voit ces lignes, c'est d'une carte de Philippe, on voit ces courbes rouges violentes qui montrent bien la résistance opposée à certains mouvements représentés par ces arcs bleus beaucoup plus légers. Ça nous permet ceci, de transmettre un message simple, clair et de façon efficace. Il y a donc une évidence pour nous de la carte, parce que nous avons intégré cette culture cartographique qui nous permet d'analyser, de comprendre et d'apprécier toutes sortes de cartes. Donc cette carte, on dit, elle est une fiction avec un attendu de réel, et ça va lui donner un pouvoir immense. Et quand on se retrouve ici devant une carte qu'on peut dire très sage, très conventionnelle, très raisonnable, c'est la carte de Christine Kolman, une des premières cartographes norvégiennes qui dessine ces îles, les îles Lofoten. Si on regarde ici en bas, on voit des spirales qui semblent signifier un gouffre énorme. En fait, c'est le Maelstrom. Et en recherchant un peu parmi les cartes, vous remontez à l'Odyssée d'Homère. Tout le monde connaît l'expression « tomber de Charybde en Scylla », où le Maelstrom, en fait, il était au large de la Sicile. On en trouve un peu partout, et il y a ces phénomènes qui n'ont jamais cette ampleur. Et vous le retrouverez dans différentes cartes, Oleus Magnus par exemple, et vous le retrouvez chez Edgar Poe, et dans Jules Verne, le Nautilus est avalé par un maelstrom. Donc vous avez une carte qui se veut presque scientifique, en tout cas très fidèle, analogique par rapport au territoire, la représentation des îles, dans lesquelles on ne peut pas s'empêcher d'inclure ce que nous savons, c'est-à-dire ce maelstrom qui fait peur à cause de notre culture et de notre imaginaire, mais qui bien sûr n'a pas sa place de cette façon sur la carte.
Alors, en conclusion de ça, l'espace que nous allons représenter, c'est une construction sociale. C'est un construit social. Ça ne correspond pas du tout à ce que nous pourrions, même aujourd'hui, si nous en avions les outils représenter. Et il faut garder à l'esprit que nos cartes numériques, en fait, nos vues satellites, toutes les images que nous pouvons nous faire de l'univers, elles sont produites par des algorithmes. Les algorithmes, elles sont produites par des cerveaux humains. Donc l'objectivité scientifique ne sera pas toujours présente et c'est absolument inévitable. Cette scientificité de la carte, elle émerge à un moment donné. Elle émerge notamment avec la triangulation. Donc, auparavant, on fait des cartes à main levée, les distances sont approximatives, et la triangulation va faire son chemin. Donc, la triangulation, c'est une règle mathématique qui dit que si dans un triangle, vous connaissez 2 angles et une longueur, vous pourrez déterminer les 2 autres. Et cette triangulation, elle va permettre de s'approcher de la forme du territoire, de ne plus mesurer en déplacement, en journée de déplacement, mais en mesure mathématique. Et la carte va devenir mathématique. Elle va pour cela gagner et perdre en même temps. Perdre en précision mathématique et perdre dans tout ce dans ses fonctions anciennes. Et ces fonctions anciennes, c'était par exemple ici, la carte, sa fonction, ça a toujours été d'enregistrer la mémoire. Et la mémoire, elle va nous permettre de construire des identités, notamment des identités nationales. Et la carte est un lieu de mémoire, en fait. On connaît bien l'hexagone, lieu de mémoire. Et ici, vous avez la Corée, donc la Corée qui a souffert de sa partition à partir de 1953, Corée du Nord, Corée du Sud. Et moi, je connais très bien ce pays, et c'est une préoccupation omniprésente dans la culture coréenne, que ce rêve, ce fantasme de la réunification. Et si cette œuvre montre la Corée une et unie, ce qu'elle n'est pas prête de devenir en réalité. Donc la carte, elle a cette fonction culturelle, mémorielle, sociale. Et quand on passe à ce type de carte, donc ça c'est 1744, l'esquisse, le relevé de la triangulation de la France par la famille Cassini, c'est une famille, je ne sais pas s'il y avait des femmes dans la famille Cassini, mais ce sont plusieurs générations et plusieurs frères, pères et fils. Il y a certainement des femmes, parce que les petites mains étaient toujours des femmes. Là, on voit la cuisine de la carte. Ce sont ces triangulations qui ont permis les mesures. Et c'est la première fois qu'on cartographie la France. On va corriger ces dimensions grâce à cette technique. À partir de ce moment-là, on veut des cartes objectives. On veut que des cartes, elles soient le plus fidèles, elles viennent coller à la réalité. Pas qu'elles soient dans un rapport d'échelle 1 à 1, mais presque. En tout cas, elles doivent être ce que j'appelle les cartes analogiques, être le reflet de la réalité. Et après tout ce que je vous ai dit avant, vous doutez bien que c'est une illusion. Donc, cette carte de Cassini, ce n'est pas une révolution, c'est bien sûr, il y a très peu de révolutions, elles se font toujours par paliers et à différents endroits, mais elle annonce ce que seront nos cartes numériques, que nous pensons si fidèles à la réalité. Mais si vous regardez une carte Google Maps, c'est un artefact et un artifice. Et dans toutes les cartes, dans les images satellites, on aura supprimé les nuages. Dans les cartes des rues sur Google Earth, on aura supprimé les visages humains, etc. Et toute cette manipulation va nous permettre de nous satisfaire d'une chimère en réalité. Cette façon de faire les cartes, elle va provoquer un désir intense de normation. On va vouloir édicter des règles de représentation de la carte, donc créer un langage cartographique. C'est tout à fait bénéfique, il serait partagé par tout le monde si possible, internationalement. Et il y a des personnes comme Bertin qui lui explique bien, il y a les cartes à lire, surchargé d'informations, et il y a les cartes à voir. Et lui, il développe ce qu'il appelle la sémiologie graphique, c'est-à-dire un langage que tout le monde devrait s'approprier. C'est quand elle ou il veut faire des cartes, avec ses figurés,
On reconnaît la géométrie euclidienne avec ses points, lignes, plans. Et son livre paraît en 67. C'est encore une référence aujourd'hui. Toutes les personnes étudiant, apprenant la cartographie vont se référer à la sémiologie graphique de Bertin. Et si vous feuilletez le livre, il vous explique bien, en barrant d'une grosse croix, ce qu'il ne faut pas faire et comment la carte sera plus lisible. Ce qui est d'un côté louable, et avec nos cartes numériques, je ne sais pas si vous avez déjà fait des mapatons, mais faire un mapaton, c'est reporter des symboles sur une carte pour le bien commun, c'est-à-dire par exemple pour des ONG qui vont devoir accéder à des zones non cartographiées pour apporter de l'aide, et ça se fait collaborativement et de façon très conviviale d'ailleurs, mais ça va réduire votre imaginaire et votre fantaisie et votre pouvoir sur la création de façon drastique. Vous serez dans des représentations standardisées, normées, qui chasseront toute fantaisie de la carte. Et cette question, elle en soulève une deuxième par rapport à la conception cartographique, c'est celle des données. Parce que toute carte est générée par des données, on l'a vu avec la triangulation, ce sont des mesures, aujourd'hui ce sont des algorithmes qui génèrent des données, et il faut toujours nous poser la question de qui est aux manettes. Et ici, pour illustrer cette idée, j'ai choisi cette carte de Manhattan, City of Women de Molly Roy, qui est une géographe, cartographe nord-américaine, qui a remplacé les noms des stations par celles des femmes qui ont agi dans ces lieux, dans ces quartiers, dont on a oublié le nom. Et elle, en tant que féministe, bien sûr, elle va modifier la carte en y apportant l'information qu'une pratique cartographique masculine, depuis des siècles et des siècles, a éliminé. Les femmes ont été éliminées de la cartographie, mais elles ont été aussi, et elles sont toujours éliminées des données. Il faut savoir que la plupart des indicateurs économiques ne sont pas genrés. Les indicateurs de richesse ne sont pas genrés. Il y a de nouveaux indicateurs qui apparaissent, qui vont mesurer par exemple l'alphabétisation des femmes, leur sécurité, l'âge de leur première grossesse, etc. Mais tous les grands indicateurs économiques, le PIB, le GNI, ne sont pas genrés. Et posons-nous la question pourquoi par rapport au care, parce que les femmes, ce sont elles qui portent le care, c'est-à-dire ce travail pour le bien commun, le bien des autres qui n'est pas rétribué et qui n'apparaît nulle part, et qui représente pourtant une part énorme des richesses du monde sur le plan humain et aussi sur le plan économique. Donc la carte va être générée d'une certaine façon, et ces données, c'est à nous, en tant que cartographe radical, déjà de nous les approprier, de les critiquer, et critiquer même nos propres productions. Donc tout cela nous montre tout le pouvoir qui réside dans les cartes, en fait. Et ce pouvoir, on a envie de dire que c'est un discours performatif. Discours performatif, c'est je vous déclare unis par les lois, je ne sais plus trop de l'Église, lors d'un mariage, fait que des personnes acceptent un contrat. Donc par un énoncé, on a créé une réalité, on a créé une loi ou n'importe quoi d'autre, mais on crée la réalité. Et la carte, elle fait ça. Elle est un discours performatif sur le monde. Et j'aime beaucoup la citation la phrase de Jean-Marc Besse, que je cite. Avec la carte, il s'agit de dire quelque chose à quelqu'un en lui mettant sous les yeux l'image du territoire. La carte est une preuve, en fait, une preuve qui se réfère à la réalité, qui se réfère à l'objectivité, qu'elle n'a pourtant pas. La carte, nous avons dit, c'est aussi quelque chose qui nous permet de communiquer. On va communiquer sur le monde. Et en fait, c'est un dispositif de médiation. Et le fait qu'elle va traiter l'information va décupler encore son pouvoir en tant que médium. Ça va lui donner notamment la faculté de prédire. On a dit, elle sert à analyser. Elle va devenir un outil d'analyse. Et ça, c'est parfaitement exemplifié dans l'aménagement du territoire. Alors là, je fais une parenthèse. Moi qui suis germanophone, en allemand c'est Raumplanung, c'est l'aménagement de l'espace. Et ça, il y a certainement quelqu'un qui a écrit une thèse là-dessus, mais cette appréhension de
de l'espace versus le territoire, elle est historiquement forgée. Et en Allemagne, ce sera l'espace, en France, ce sera le territoire. Et ici, vous avez justement un exemple allemand et un exemple français. Donc, si la carte, elle permet l'analyse, cette analyse, elle va permettre la projection. Et Walter Christaller, géographe allemand, lance dès les années 30 l'idée que l'extension des villes, elle se fait selon un certain protocole, pratiquement, et reproductible, et que ça va nous permettre de déterminer comment aménager le territoire en français, l'espace dans son cas. C'est un aménagement du territoire, ce sont des théories, et ce ne sont que des théories qui ont une telle force de pouvoir de conviction qu'ils sont encore adoptés et suivis en grande partie dans l'aménagement en Allemagne. En France, c'est pareil, là c'est Anne Bailly, très grande géographe et cartographe de la DATAR, donc c'était l'organisme qui se chargeait à partir des années 70. Donc pour la petite histoire, en 1947, Gravier écrit un livre, La France et le désert français, qui est sa théorie à lui aussi, qui a tellement de succès que toutes les politiques d'aménagement du territoire, elles vont partir de ça et constater que ben oui, tout se passe à Paris, rien ne se passe ailleurs en France, il va falloir aménager le territoire. Et là, on crée la DATAR, et Anne Bailly va réinventer, créer des modes de représentation complètement iconoclastes. Les cartes de la DATAR de ces années valent le détour parce qu'elles n'ont rien de commun avec ce qui se produit ailleurs à ce moment-là. Elles sont totalement novatrices. Ici, vous avez la carte aux oursins. En 93, Anne Bailly projette ce que sera la France, ce qu'en seront les villes françaises en 2015. Et vous avez le territoire, en gros la campagne, les grandes villes, les villes moyennes, et elle mesure, donc tout ça c'est généré par des données vérifiables et vérifiées, elle mesure quelle pourra être l'extension des services, donc de la qualité de vie, dans ces différentes villes. Donc la carte va servir l'aménagement du territoire, et c'est peut-être son moindre mal. N'oublions pas de citer Roger Brunet, le père de la banane bleue. Je ne vais pas m'étendre sur la banane bleue, mais c'est cette idée qu'il y aurait un axe économique qui traverse ainsi la France, qui serait un axe d'attraction. Donc lui, il crée aussi un langage cartographique, il regarde sa carte et après, il en déduit des lois économiques. Et il y aurait cet axe donc, qui a commandé énormément de politiques d'aménagement en France, et de politique économique, et il y aurait un contre-axe à cette banane bleue qui serait plutôt l'axe de la déshérence qu'il convient de promouvoir, les villes qu'il convient de promouvoir. Ça, c'est peut-être le côté agréable de cette faculté de la carte, et il y en a, celui beaucoup plus problématique, bien sûr, c'est celui dénoncé par Yves Lacoste qui dit « la carte, ça sert à faire la guerre ». Malheureusement, ça sert aussi à faire la paix, et les paix générées par les cartes sont souvent les germes des prochaines guerres, on le sait assez bien. Ici, vous avez la carte qui sert cette propagande impérialiste. Vous avez Rhodes, qui est un homme d'affaires britannique qui, lui, veut relier les possessions britanniques du nord de l'Afrique à celles du sud par le télégraphe et par le chemin de fer. Donc représenter cette possession, l'Afrique, pauvre pays multi-représenté en tant qu'objet de convoitise, dont on a oublié toutes les autres dimensions. Donc la carte, elle a ce pouvoir-là de vous rendre propriétaire de ce qu'elle représente. Et ici, à nouveau, une parenthèse, et pour moi, elle est très importante. Ici, il va falloir opposer ce qui est territoire, la notion de territoire et la notion d'espace. Vous avez deux photos. La première, je l'ai prise près de Bethléem. C'est le mur de ségrégation entre Israël et la Palestine. Ce mur, il existe au Mexique, il existe un peu partout sur la Terre. Frontex imagine à présent même des murs flottants qui empêcheraient les gens de passer par les eaux. Cette idée d'une limite entre deux espaces de vie, elle est dessinée sur la carte. Elle se dessine à partir des traités de Westphalie en 1648.
où on va se répartir, on va redessiner la forme de l'Europe après la guerre de 30 ans, et on le fait à partir de cette image du territoire, où il suffirait de tracer un trait qui viendrait séparer des entités et on se les répartirait. Et ce phénomène, on le retrouve tout le temps après, cette vision de la limite en tant que coupure, en tant que frontière, en tant que trait sur la carte. Et vous avez notamment la très fameuse conférence de Berlin en 1884, où on va se découper l'Afrique à Berlin. Cette représentation de la limite entre des États, donc il faut déjà que l'idée d'État-nation se soit installée, et elle n'est pas commune à la terre entière à ce moment-là, et malheureusement aujourd'hui, oui, elle s'oppose à une autre conception de la limite entre deux groupes, ce serait celle d'interface. Et ici, comme j'habite à Strasbourg, je vous montre une photo des ponts qui relient en fait la France et l'Allemagne, et la frontière ici, elle serait à la rigueur matérialisée par cette petite plaque en métal. Ici, est-ce que sur la carte représente le trait au milieu du Rhin entre la France et l'Allemagne. Donc vous avez deux conceptions très différentes de la frontière qui naissent historiquement de cette idée que la frontière peut être un trait. On va le tracer sur la carte, et vous avez notamment les traités de paix de 1919 où c'est vraiment à coup de crayon qu'on a séparé des ethnies, des groupes linguistiques pour des intérêts économiques. Ça a été une foire d'empoigne où la personne qui venait avec la meilleure carte et qui avait certainement le plus de pouvoir décidait du sort de milliers d'êtres humains. Cette vision-là, bien sûr, elle est dramatique et elle se vit encore aujourd'hui, elle se vivra certainement encore très longtemps. Et ici, je vous montre la dimension politique de... Je suis très bavarde, je suis désolée. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Ici, c'est la dimension politique de comment utiliser les cartes en matière de propagande. Vous avez donc deux protagonistes, Mahmoud Abbas, territoire palestinien occupé, et Benjamin Netanyahou, Israël à l'époque, qui, devant les médias, agitent constamment des cartes pour prouver par la carte, qui serait l'image de la réalité, leur conviction et leur représentation personnelle des personnes qu'ils représentent du territoire. Ça, c'est une photo du livre. Nous y avons opposé une carte qui, elle, ne va pas parler des territoires, qui va parler de l'espace. Elle parle de quoi? Cette carte de Philippe, elle parle des villages, de ce qu'on appelle la Nakba, c'est-à-dire la catastrophe, pour les Palestiniens, c'est-à-dire quand ils ont dû quitter leur ville en 1948 et en 1949, qu'ils ont été disséminés de ce côté de la Méditerranée, aussi en Cisjordanie, qui était à l'époque sous autorité jordanienne, ont dû revenir. Ce sont des gens qui ont perdu leur maison, leur foyer, et tous les petits points rouges, ce sont les villages qui ont disparu, qui ont été rasés physiquement, mais ces villages ont été rasés de la carte. Ils n'existent plus, leur nom a disparu. Et le jeu avec les toponymes, c'est aussi un des jeux dangereux de la carte. Ce qui ne sera pas sur la carte n'aura pas le droit de vivre. Et c'est aussi l'enjeu de dispute entre de nombreux pays, la dénomination des lieux, des toponymes, et ça peut générer des guerres et des malheurs. Voilà, donc les cartes montrent, ici on voit toute la dimension de cet outil, arme du pouvoir. Quand elle est entre de mauvaises mains, elle va pouvoir produire ceci. À la fois, elle sert à le légitimer, à légitimer des intentions et à les, soi-disant, prouver leur légitimité. Donc, si les cartes peuvent être entre de mauvaises mains, elles peuvent aussi être entre de bonnes mains. Et donc, si on fait ce type de cartes qui servent certains pouvoirs, on va pouvoir aussi faire des cartes qui serviront un contre-pouvoir, qui offriront une autre narration. Et ça, c'est ce que fait la cartographie radicale. Alors, j'aimerais citer, pour présenter la cartographie radicale, Audre Lorde, qui est une grande féministe américaine. Elle dit
pour les femmes, bien sûr, et les femmes noires. Il faut transformer le silence en langage et en action. Et la carte radicale, elle fait exactement ça. Elle va transformer le silence en carte et en action. Elle va donner une voix aux personnes qui n'en ont pas, aux personnes invisibles. Et elle va devenir un outil, un instrument entre leurs mains pour changer leur sort. Alors, nous qui sommes tellement submergés d'infographie, gardons toujours à l'esprit que l'infographie peut être totalement apolitique, et elle l'est très souvent. Pourquoi? Parce que pour être publiée dans des médias, il ne faut pas être trop tendancieuse, il ne faut pas affirmer, on voit bien avec la problématique Israël-Palestine, affirmer un parti pris. Donc énormément d'infographie, ce que vous trouvez dans la presse ou en ligne, est totalement dénué de tout questionnement politique. Et la carte radicale, elle va assumer sa dimension politique. Elle va dire non, je sers une cause. Et cette cause, si possible, ça va être celle de la justice spatiale. Il ne faut jamais perdre de vue que la justice spatiale, c'est la justice sociale. Pourquoi? Tout simplement parce que les phénomènes économiques sont des phénomènes spatiaux. Si vous prenez le capitalisme, qui est malheureusement la seule forme économique, celle que nous avons retenue de par le monde, il va vivre des inégalités territoriales. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait des pays pauvres pour qu'il y ait des pays riches, pour que l'économie puisse circuler. Et puis, il faut que ça change, il faut qu'il y ait continuellement du changement. Et pour cela, les guerres aussi, elles sont très, très efficaces. Et toutes ces dimensions spatiales, si vous les occultez, vous ne comprenez plus rien au monde. Donc, la cartographie radicale, que ce soit à la grande échelle, c'est-à-dire à l'échelle locale ou à la petite échelle, celle du monde, elle va chercher à montrer ces phénomènes spatiaux dans leur dimension politique. Donc, pourquoi radical? Ça aussi, c'est quelque chose qui nous fait beaucoup parler, notamment dans le milieu universitaire, quand nous présentons nos travaux. Pourquoi radical? Dans le monde anglo-saxon, c'est critique. Il y a d'abord un choix délibéré. Être radical, c'est revenir à la racine, revenir justement en amont, à ces questions sous-jacentes. Mais, et ça, c'est une citation de Marx qui me semble très intéressante et qui est reprise par beaucoup de géographes. Revenir à la racine, c'est revenir à l'être humain. Et c'est ce que fait la cartographie radicale. Elle va montrer que la carte est subjective, qu'il y a une ou un cartographe derrière, et montrer sa trace sur la carte. C'est pour ça, les esquisses, elles sont des cartes comme les autres et tout aussi légitimes. On voit la présence de la personne derrière. Mais elle va aussi montrer les préoccupations humaines, elle va montrer des êtres humains, elle va montrer les personnes qui habitent les quartiers informels qu'on appelle bidonvilles, qui sont des blancs sur la carte. Ils ne sont jamais référencés. S'ils ne sont pas référencés, ces quartiers ne bénéficieront d'aucune politique municipale pour ses infrastructures, pour son système scolaire, pour son système médical. Donc faire des cartes qui vont représenter les personnes qu'on a cachées, qu'on a ignorées, qu'on a fait disparaître, ça va être leur donner une visibilité, un poids politique et aussi un outil pour négocier. Et ça arrive très souvent. Et c'est ainsi que va naître la cartographie radicale. Cette cartographie, je vous disais, elle s'autorise la sensibilité, elle s'autorise à montrer l'être humain. Ici, vous avez une carte de la Shoah, donc la catastrophe de l'assassinat des Juifs en Europe. Et ici, c'est le témoignage de 2 personnes qui ont survécu à Auschwitz. On a récolté leur témoignage oral à New York, et deux chercheuses et chercheurs, Anne-Kelly Knowles et Levi Westervelt, on en fait une immense carte numérique et ont choisi de représenter l'importance des lieux par rapport à celle qu'elle avait dans le vécu et dans la mémoire de ces personnes. Donc de tout petits lieux, c'est une carte en couleur, là j'ai choisi un extrait sans couleur, de tout petits lieux occuperont beaucoup de place sur la carte parce que dans leur imaginaire d'être humain, dans leurs souvenirs, ça a beaucoup de place. Donc la carte, par son infidélité à la réalité du terrain, elle va être beaucoup plus proche de l'être humain et beaucoup plus intéressante, beaucoup plus riche en messages, en informations. C'est un magnifique exemple. On peut circuler dans cette carte, aller de l'appentis où l'on s'est caché à tout le camp. Et ça raconte aussi l'histoire antérieure au camp.
de ces deux personnes. Donc l'être humain réapparaît sur la carte. Cette carte, elle est possible justement parce qu'il y a des personnes très sérieuses, des scientifiques, ici Charles-Joseph Minard, un ingénieur des ponts et chaussées, qui s'autorise quelques licences. Donc lui, là, il représente, dans ces cartes figuratives, l'émigration. On voit qu'il n'a pas utilisé de flèche. C'est la largeur des traits qui va représenter le poids des flux. Mais ce qu'il fait, et ce qui est absolument culotté dans ce contexte, il va déplacer les continents. Pour lui, ce qui compte, c'est de représenter les flux. Donc la silhouette des continents, on va la déformer. Le Channel, entre la Grande-Bretagne et la France, il va devenir très large. Sur d'autres cartes, on a le détroit de Gibraltar qui est énorme. Parce que lui, ça le gêne de représenter des flux de personnes qui viennent par bateau sur la terre ferme. Donc, il s'autorise cette petite licence. Et vous avez à droite et à gauche des personnes qui vont oser des choses. Vous avez, un peu plus tard, ces personnes-là, donc Webb Du Bois, référence en matière de lutte pour les droits civiques des Noirs. Donc lui, c'est le premier sociologue nord-américain. Avec ses étudiantes et étudiants, il se rend à Londres et il fait un crochet par l'exposition universelle de Paris en 1900, où on expose encore des êtres humains de Madagascar pour montrer la belle colonie malgache. On a un zoo humain où les gens font semblant de vivre dans des terres, des maisons en terre et jouent à des jeux de chasse, etc. Donc il y a un zoo humain et à côté de lui et son équipe viennent avec tout un département de graphiques et de cartes confectionnées par eux qui représentent la véritable situation des Noirs américains, notamment en Géorgie. Et on découvre quelque chose d'inconcevable, c'est-à-dire que ces personnes sont totalement intégrées à l'économie américaine, qu'il y a bien sûr des injustices, mais que ce sont par exemple des gens qui exercent les mêmes professions que les autres, qu'il y a des gens qui sortent de l'université, et que ces personnes sont plus alphabétisées que dans certains pays à la même époque en Europe. Et ici, vous avez une représentation des personnes noires, donc qui habitent en ville, très vert, ou à la campagne. Et là, ce choix graphique, il est absolument révolutionnaire, il ne correspond à rien d'existant jusqu'alors. C'est d'utiliser cette spirale pour ne pas avoir à déployer tout un papier. Et ça me fait penser que dans mon dernier atelier à Berne, avec des étudiantes des beaux-arts et de géographie, on avait ce problème de représentation et elles ont choisi de le représenter sur un papier. L'une des données était représentée sur un papier. Elle était tellement longue que le papier traversait toute la salle et arrivait jusqu'à la porte. Et c'est vrai que ça aurait été la solution pour elle. Voilà, donc il y a cette innovation graphique chez des personnes très sérieuses qui ont un message fort à faire passer, il est politique. Et du coup, ça les libère d'énormément de conventions. À côté, vous avez à nouveau un isotype, qui lui va représenter la population du monde. Et ici, on se libère du fond de carte. Donc ça, c'est très audacieux. C'est une carte. Si vous voyez que l'Europe est au milieu, l'Union soviétique de l'autre côté et les États-Unis de l'autre, vous avez tout de suite compris que c'était une carte. Donc ici, on joue sur ce schéma incorporé du monde, on joue sur votre culture cartographique pour faire passer le vrai message. L'information ici, c'est quelle est la densité de population dans le monde relative, et beaucoup moins quelle est la forme des continents. Nous sommes assez intelligentes pour l'extrapoler. Voilà, donc ça, ce sont les précurseurs, et il va se passer une chose assez incroyable dans les années 70. Alors les années 70, il faut se rendre en Amérique du Sud déjà, vous avez des populations locales, de diverses origines, dont par exemple les Marrones. Les Marrones, ce sont les descendants d'esclaves fugitifs qui se sont réfugiés dans la forêt, qui ont créé on les appelle aujourd'hui les quilombos, parce qu'ils habitent dans les quilombolas. C'est un mot d'un dialecte, je crois que c'est village dans un dialecte ouest-africain, angolais. Et donc habitent là depuis des générations sans aucun droit à la terre. L'être humain, par nature, il n'a pas besoin de propriété terrienne. Il a besoin d'espace de chasse, de cueillette, pour vivre, pour son agriculture, et c'est tout. Et à l'abolition de l'esclavage, en 1888, ces communautés se fortifient,
Mais 100 ans après, le Brésil se dote d'une constitution et il va falloir régulariser la situation de ces personnes. Et ces personnes, l'Église catholique va les aider à produire des cartes non d'un territoire, mais d'un espace de vie, celui de leurs ressources. Parce que ces cartes, elles sont extrêmement convoitées par des individus qui veulent se les approprier, mais très vite aussi par l'agro-industrie qui a besoin de terres à exploiter, par l'exploitation minière, par les grandes multinationales, parce que ces terres sont extrêmement riches. Et donc ces populations vont se retrouver livrées, opposées à tous ces prédateurs. Et dans certains cas, ont réussi à faire valoir leurs droits d'usage. Elles ont obtenu un droit de propriété collective, pas individuel. On n'est quand même pas si généreux. Et grâce aux cartes, on fait valoir leur existence, leur usage du territoire. Et, soit dit en passant, ça leur a permis aussi de fortifier leur identité. Et elles sont devenues les cueilleurs de ceci, les pêcheurs de cela, les gens qui plantent cela. Il y a tout un amalgame qui se fait dans l'imaginaire des gens par rapport au territoire, qui peut être médié par la carte. Et au même moment, vous avez quelque chose de semblable au Canada, où les Nunavut donc, se battent, eux. Je vous ai montré la carte des océans tout à l'heure, qui montre qu'il ne faut pas concevoir le monde comme une bande, mais si vous le regardez par le nord, vous voyez que les États-Unis sont en face, à l'époque, de l'Union soviétique. Donc, en temps de guerre froide, ces territoires du nord du Canada, elles avaient un enjeu stratégique. Et on y a installé tout un chapelet de satellites, de dispositifs de radar pour guetter de possibles incursions ennemies. Et donc, on a chassé les Inuits de leur territoire, n'ont plus pu aller pêcher à côté de chez eux. Ils ont été acculturés. On a pris les enfants, on les a rééduqués, etc., etc., etc. Et ces personnes, à partir des années 70, elles ont commencé à prendre conscience de la valeur de leur culture, de leur territoire. On fait aussi des cartes et ont pu avoir gain de cause. Et on a créé le territoire des Nunavut et la date, je ne sais plus trop. Donc en 76, on commence les négociations. Et en 1999, ça dure assez longtemps, ces personnes obtiennent gain de cause et il existe aujourd'hui un nouveau territoire, celui des Nunavut. Au même moment, et c'est là que ça devient très intéressant pour nous, les universitaires, les géographes, donc, passent à l'action. Et on est toujours aux États-Unis, tout vient des États-Unis à ce moment-là, et vous avez deux grands géographes, David Harvey, dans les années 70, lui dit « Moi, je vais faire de la cartographie radicale. » Et de là, la cartographie radicale, c'est aussi une référence aux prémices. Au même moment, William Bunge, aussi, c'est deux géographes totalement rebelles, lui, moi je vais faire de la cartographie critique. Il se rend à Detroit, où il rencontre des jeunes activistes, dont Gwendolyn Warren, et avec les étudiantes et les étudiants, qui, elles et eux, connaissent le terrain que Bunge, lui, ne connaît pas en réalité, et ils lui disent, nous, on va faire des cartes qui vont montrer comment nous vivons dans les quartiers pauvres Fitzgerald de Detroit. Et ici, vous avez cette carte que la police représente également, en disant, voilà, il y a des accidents à tel carrefour, à tel endroit, et il y a tout elles sont répertoriées, ces accidents sont répertoriés, et ce groupe d'étudiantes et étudiants dit, non, pas nous, on va appeler ça, où les banlieusards écrasent des enfants noirs, entre le quartier des Pointes et le centre. Et cette carte, c'est une des premières cartes radicales telles que nous la concevons aujourd'hui. En fait, pourquoi est-ce que ces enfants se font écraser? Tout simplement parce que leur école, elle est très loin de leur domicile. Vous avez une carte semblable des enfants qui se font mordre par des rats, parce que tout simplement les maisons sont infestées de rats. Voilà, la pauvreté de Fitzgerald est dénoncée ainsi. Donc, ces personnes sont des activistes qui rencontrent des universitaires, et c'est là que le mouvement émerge. Et à partir du tournant du millénaire, c'est pas un mouvement, ces principes, ces idées arrivent sur le continent européen. Donc à partir des 2000, ici, vous avez l'une des premières cartes
C'est un groupe américain, mais fait aussi avec des chercheuses, chercheurs et artistes français, dont Philippe aussi, et qui montre où vous pouvez circuler dans Manhattan en évitant toutes les caméras de surveillance. Parce qu'il y en a partout, bien sûr, vous voyez les petits points rouges, et certaines personnes, pour X et X raisons, et c'est leur bon droit, ne voudront pas être filmées quand elles se rendent à un certain endroit ou quand elles passent dans une certaine rue. Donc ça, c'est l'une des applications de la cartographie radicale. Alors, cette cartographie, elle est collaborative. Ici, vous avez au Brésil des gens qui, justement, vont défendre leur territoire. Et hier encore, un de mes amis du collectif Orangotango m'envoie cette carte, il est en Italie, et ce sont des gens qui vont créer des écomusées dans une ville d'Italie, et qui ensemble, avec leurs moyens, vont créer des cartes. Donc ça peut aller d'un sujet vital à un sujet beaucoup moins grave, sérieux, mais toujours collectif. C'est toujours dans l'intérêt du commun qu'on va faire ce type de carte. Vous avez ici une personne qui raconte, qui narre, c'est presque une catharsis, l'expérience de sa migration. Il faut savoir que les gens en migration, qui ne sont jamais illégales, puisque à partir du moment où vous arrivez dans un pays de l'espace Schengen, vous êtes protégé par une convention qui dit que vous avez le droit de demander l'asile, c'est votre droit, et on n'a pas le droit de vous refouler alors que cela se fait. Je ferme la parenthèse. Lui, il va représenter lors d'un atelier la façon dont son expérience vécue par la carte. C'est très important. D'ailleurs, j'ai proposé mes services à Strasbourg, je n'ai pas eu de réponse, de cartographie pour les personnes qui ont subi des violences et des traumatismes en Ukraine. Et je pense que justement, ces personnes racontaient leur expérience. Moi, j'étais à Berlin au tout début. J'ai documenté leur arrivée à Berlin et l'organisation à la gare de Berlin par la société civile, parce que les instances publiques n'étaient pas en mesure de le faire. Et vous vous retrouvez face à des personnes qui souvent n'ont pas voyagé et qui se retrouvent dans des trains à ne pas pouvoir lire les messages dans les gares. Donc on se trouve devant un drame humain, et je pense que ces personnes, elles ont ce traumatisme justement relatif à l'espace, et pas seulement par rapport à la guerre. Donc, et à côté, vous avez une carte produite par une personne brésilienne qui va montrer son espace de vie. Donc c'est une carte faite à la main, presque infantile, sur Vision Carto. Donc le groupe dont je fais partie, nous produisons aussi des cartes d'enfants très proches des nôtres, qu'on pourrait étudier dans tout leur implicite. Donc ces cartes, elles sont collaboratives très souvent. Elles sont libres, elles sont open source et libres, et elles peuvent être numériques. Ici, vous avez Alarm Phone et Watch the Med qui surveillent, qui utilisent des outils de surveillance, les mêmes que Frontex. Pourquoi ? Pour surveiller les bateaux en perdition en Méditerranée, parce qu'on s'est rendu compte que ces bateaux, très souvent, appelaient au secours, parce qu'ils sont surchargés, parce qu'ils sont vétustes, et n'étaient pas entendus, et les gens se noyaient. Donc eux captent les messages, repèrent les gens, entrent en contact avec les gens, et obligent. C'est une obligation, vous voyez, il y a des délimitations entre les différents pays en mer. Ils sont obligés de porter secours à n'importe quel bateau en perdition dans ces eaux-là. Donc quelque part, c'est mettre, on n'est pas dans la contestation, on est dans la responsabilisation. Et ça, c'est une nuance très très importante. Ce n'est pas... moi, je rapproche ça de la conception de l'anarchie. L'anarchie, ce n'est pas l'absence d'ordre. L'anarchie, c'est l'ordre. Selon Élisée Reclus, ce très très grand cartographe et géographe anarchiste, c'est la plus haute idée de l'ordre. C'est tout le monde va s'occuper de l'ordre, de mettre en place l'ordre, et si possible de façon horizontale. Et là, c'est le cas. Donc on a d'un côté l'esquisse sur le plan de graphique, mais on peut aussi avoir ces cartes numériques. Et ces cartes numériques, elles peuvent être enrichies par tout le monde et partagées. Et ça, c'est très important en cartographie radicale. Vous avez ici une carte de Philippe qui montre justement cette problématique des triples frontières Schengen. Une carte célébrissime où le trait rouge, c'est l'espace Schengen.
Première barrière qui empêche les gens d'entrer. Les grosses boules rouges, ce sont les décès aux frontières. On voit combien la Méditerranée est criminelle. En tout cas, nous sommes criminels en Méditerranée. Et plus Frontex se durcit, plus les gens cherchent des voies dangereuses. Et plus il y aura de morts. La deuxième frontière, elle est tout aussi délétère sur un autre plan. C'est cette zone grise qui est une interface. Ce sont les accords passés avec les pays de départ de certaines migrations, avec lesquels, contre certains avantages économiques, on va convenir qu'eux-mêmes retiendront les personnes. C'est une pré-frontière, elle est externalisée. Cette pré-frontière, qu'est-ce qu'elle fait? Elle détruit les économies locales, parce que l'être humain, il est mobile. Il va faire du commerce, il ne va pas tenir compte des frontières. Il ira d'un pays à l'autre et il va être arrêté dans ces pays-là même, alors que c'est un commerçant qui baquait à son commerce. Et donc c'est cette deuxième frontière. La troisième frontière, ce sont les points noirs, ce sont les camps de détention des migrantes et migrants. Voilà, donc là on est devant une carte géopolitique faite par un individu, donc ça c'est l'une des autres expressions de la cartographie radicale, qui pour Philippe naît quand il lance ce type de cartographie au monde diplomatique, et qui à présent s'est absolument généralisé, sont des cartes copiées, recopiées à l'infini, et aussi inventées. On a compris leur intérêt. Alors je voudrais vous montrer un petit film, un extrait de film réalisé par Orangotango. Donc c'est ce groupe qui a écrit le This is not an atlas, ceci n'est pas un atlas, qui paraîtra en français en février. Et ils ont réalisé un petit film en 2018. Et pour ça, il faut que je passe sur... alors, que je sorte là, que je passe ici, sur Internet. Et il est long, il fait 30 minutes, je ne vais pas tout vous montrer, et il a disparu. Ou alors c'est une publicité. Non, il faut que tu reviennes en arrière, tu étais dessus en fait. J'étais dessus, ouais. Je reviens ici en arrière. Ouais. Voilà. Ah, merci. Alors, on va commencer à 12 minutes. Je vais vous montrer 3 exemples de personnes qui font dans des groupes de la cartographie radicale. Donc ce sont leurs témoignages. Et je vais essayer d'aller à... Ah oui, mais du coup, il a perdu... Si tu cliques sur 12 minutes, ça va... Tu penses qu'il va lancer? Alors, excusez-moi. On lance le son aussi. Oui. On va essayer de se placer. C'est Dennis Wood, très grand théoricien de la carte, je crois que j'en ai parlé. Yeah. Voilà, donc ce serait là, je lance le son. Et là, c'est pour Saïd en Égypte. We have been working on collecting these primary data that are oral histories, personal archives, newspaper. Nermine son nom. And I think that the most interesting thing is that we cannot read it after we finished it. And I think that this tells a lot about how complex and interconnected the stories were, and how many times does the state narrative interfere within the personal narratives or the routes of cultural production and music, etc. So I think in this complexity it told us a lot, but it also told us how to communicate this with a wider audience. People, when they saw the map, their only way to read it was to pick the string and keep on moving with it till a specific point. And of course that's, you know, kind of a limitation, but also a potential, but it is not easy to navigate it. It is not easy to read it. It is not easy to decipher it. For example, something I was thinking a lot about, that I really enjoyed that they took the strings, that they felt that they can, you know, deal with it and touch it. And also this idea of, you know, how to decipher a very complex reality, right? Especially when we're speaking of mapping social history, how to break this down into simple lines that are readable and manageable. What does it say and mean? And why are those very silent parts of the city turned out to be, in terms of memory, people
just don't have memories here, you know, and they are the hugest, vast urban space of the city, while others, all the memories are reserved for those 2-3 streets. Voilà, donc là c'était l'exemple de Nermrin qui, à Port Saïd en Égypte, invite la population à créer une carte et qui va relater leur histoire, qui va donner une réalité à ces personnes qui découvrent la dimension spatiale de leur histoire. Et donc on est dans la dimension performative, de performance, pas performative, de performance de la carte, une performance collective. Et le prochain exemple, c'est Erin. Erin est aux États-Unis et elle se bat pour le droit à la ville avec son groupe. I'm Erin McElroy, and I'm based out of the San Francisco Bay Area, and I'm a co-founder of the Anti-Eviction Mapping Project. One of the ways that gentrification functions is through charting space and mapping, and real estate agents and speculators and landlords are constantly mapping space so that they can gentrify areas and benefit capitalist interests. So for us to kind of understand how those players work and where evictions are happening, requires mapping and requires understanding these chains and nodes of power and wealth and technology. So for us, making those maps is a way to fight gentrification and to strategize with our different community partners how to fight back and how to stay in our homes and communities. So, the Anti-Eviction Mapping Project right now has expanded. We've got a chapter in Los Angeles and New York, but we're mostly based out of the San Francisco Bay Area. So we're suddenly making new maps in new locations, which means having to think about spaces differently and histories differently. Even though we're already plugged into the community in different ways, we really want to make sure that anything that we make is useful. So we always work with different community partners, sometimes eviction clinics, sometimes art collectives, sometimes youth groups, and then sometimes we'll do something like make a mural or a report or this or that, and then have a community event where everybody involved can get together in real space. So after a year of just building community partners and mapping a lot of loss and a lot of displacement in Oakland, one of our community partners, the Betty Ono Gallery, challenged us to actually think about how it might be useful to also map what's still there, and not just to make these maps of displacement, but to map sites of power and community resources. And we had these two walls that were just basically a canvas of Oakland, and people could chart what they considered a community resource or a point of power, and also some stories of loss and resistance. And so after having that up for a couple months, we digitized the contents, and now it lives online and people can still add to it digitally. Voilà, et je vous montre un troisième exemple. Malheureusement, je suis beaucoup trop bavarde et le temps passe. C'est celui de Philippe et des aéroports, donc de la confiscation de l'espace. Là, c'était la confiscation par exemple Airbnb à San Francisco. Les pauvres sont chassés du centre. Et la simple confiscation de l'espace par les duty-free shops dans les aéroports. Là, on est alors 25. Il est bavard comme moi, c'est pour ça qu'on a écrit un livre. On avait beaucoup trop de choses à dire. Duty-free shop, that was easy when we've been investigating on the Oslo airport with the closure of all the public corridor and things. We have been deconstructing the place, we have been drawing the things. The goal of transporting people is exactly the same of the goal of making people shop, like the new normal.
something which is totally abnormal become normal, and they are working very hard for this. But at that time, that was really something completely new, that people suddenly discovered that they had been forced into 250 meters of shop. The situation in 2005, where you had really an extremely pleasant public space with a direct access to the embarking gate, and a small duty-free shop where you could buy your salmon and your pullover. But the benefit was very little, and was too little, so they decided in 2006 to completely change the system and extend this duty-free shop and make the people enter here, create a barrier of trolley, and let only 50 centimeters. But that was not enough, because still only 40% of the people which were entering this shop, and the rest was taking this corridor because it was very visible and very obvious that that was the way to go to the door. But then they closed this door, and they were forcing the people to go all the way at the end of the shop to come back here to take the flat here. But that was not enough, and in 2007 they decided to extend the shop again. And here, according to my statistics, it was depending days and afternoon and how the crowd is busy or on a hurry, between 85 and 92%. So it's very good way, and as soon as you enter this duty-free shop, it's clear that you will buy something, especially because at the end, when you get out, somebody is asking, have you bought something? Asking TV and newspapers to come over, show the map in big, within the airport. They came with the camera, with the photography, and they understood that that was totally unacceptable, and they stopped. They reopened the public corridor, and they cleaned it, and they re-put some fountains where you could drink, and then some benches where you could sleep, outside of the shop. So that was phase one, deconstruction, and phase two, you make it public, and then you act on the field, and you try to reverse the tendency. Voilà, c'est très parlant. Alors je voulais vous dire encore beaucoup plus de choses, mais j'ai l'impression d'abuser un petit peu. Donc vous avez un aperçu de ce qu'est la cartographie radicale. C'est un art. Alors c'est un art. Déjà, c'est extrêmement politique. Ça, vous l'aurez compris. Mais c'est aussi un art, justement, parce qu'on a déconstruit les modes de représentation conventionnels de la cartographie, la sensibilité et le talent des gens a pu s'y engouffrer. Et donc j'ai quelques autres images ici, la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, bien sûr, ça peut avoir la forme de comique aussi. Et ça peut, voilà, ici on a une carte totalement subversive dans sa représentation, dans les éléments, la mer Terre qu'elle représente, réalisée par les iconoclastistas de Buenos Aires, des féministes aussi, qui luttent justement dans ce mouvement, dans la suite de ce mouvement des sans-terres qui vont réclamer l'usage de la terre des pays pauvres. L'objectif de tout ça, c'est tout simplement de contribuer à ce que je trouve une très belle expression, au paysage informationnel. Le paysage informationnel, c'est les informations qui filtrent vers vous, qui les contrôle, qui les propose, avec quelle finalité. Et vous, en tant que cartographe radical, vous allez contribuer à la constitution de cette connaissance et de cette information. On est dans des objets presque éphémères parfois, qui circuleront dans les médias, qui circulent aussi dans les musées de plus en plus lors d'expositions. Pourquoi? Parce qu'à partir des années 60, avec par exemple Land Art, les artistes se sont emparés de la carte et l'intègrent dans leurs œuvres. C'est comme s'il y avait une prise de conscience de cette dimension spatiale. Et en cela, ces cartes, elles sont aussi des œuvres d'art, des œuvres d'art extrêmement politiques. Et moi, une de mes références, c'est, et je vais peut-être le citer aussi, c'est pas Benjamin qu'on pourrait citer dans ce contexte-là. Alors, où est-ce que je l'ai mis? Et c'est Beuys, c'est Joseph Beuys, avec son art social. Il dit tout le monde est un artiste, et ensemble nous pouvons œuvrer
à modifier l'ordre social. Et il me semble que on est vraiment dans une proximité à la cartographie radicale. Voilà, il y aurait énormément d'autres choses à dire. Je vous montre encore une façon de faire des cartes radicales, c'est ma collègue Agnès Tiet, qui elle montre l'accaparement par l'agrobusiness justement de l'Éthiopie. On n'a pas besoin de topographie, on peut schématiser, on peut exemplifier l'agriculture traditionnelle, vivante, et ce qu'elle devient quand on fait de l'agriculture extensive. Et ici, dernière image, c'est une exposition. Alors, est-ce qu'elle était à Moscou? Oui, elle était à Moscou, d'une œuvre de Philippe sur le soft power russe en 2015. Voilà. Je vous remercie.